du Conseil national des femmes françaises, chère Marie-Claude Bertrand, mesdames et messieurs, j'allais dire chers amis, parce qu'on est quelques-uns à commencer à bien se connaître dans cette salle. Avant toute chose, évidemment, je tiens à remercier chaleureusement le Conseil national des femmes françaises pour son invitation et son engagement indéfectible, même centenaire, en faveur des droits des femmes. Marie-Claude ne les fait vraiment pas. Nous sommes réunis aujourd'hui parce que nous partageons, je crois, une conviction. La santé des femmes n'est pas une question secondaire, mais elle a longtemps été. Elle est un pilier de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, une condition de la justice sociale, de la dignité et de la liberté. C'est en partant de ce constat que pour la première fois, nous avons fait un choix politique fort en inscrivant la santé des femmes comme un axe à part entière du plan interministériel Toutes et tous égaux. C'est une avancée majeure parce que dans le cadre de cette feuille de route 2023-2027, la santé des femmes a enfin été reconnue pour ce qu'elle est et qu'elle aurait dû toujours être, un sujet central et qui mérite une attention et des réponses spécifiques. Cette reconnaissance, elle s'inscrit dans l'histoire d'un long combat, car l'histoire de la médecine et du soin s'est écrite sans les femmes et même parfois contre elles. Pendant des siècles, le corps féminin a été étudié, décrit, interprété par les hommes au prisme de leur propre représentation avec des conséquences lourdes sur la prise en charge de la santé des femmes. L'adage d'Hippocrate, « toute la femme est dans son utérus », a durablement façonné la perception du corps féminin, réduisant les femmes à leur fonction reproductive, les assignant à un ventre. La médecine des hommes les a longtemps envisagés comme des êtres dominés par leurs affects, victimes d'une supposée hystérie, je crois qu'on l'entend parfois encore, fragiles et instables par nature. Pendant trop longtemps, la douleur des femmes a été minimisée, banalisée, ignorée. Pendant trop longtemps, les pathologies qui touchent spécifiquement les femmes ont été invisibilisées ou très mal prises en charge. Cette histoire est en train de changer et la tenue aussi de ce colloque en est l'une des démonstrations. Nous avançons, mais nous le savons, le chemin reste long. Il est d'autant plus long que nous savons que les droits des femmes sont fragiles. Nous avons appris que l'histoire ne progresse malheureusement pas toujours en ligne droite, que ce qui a été conquis hier et qui nous semblait pourtant assuré, surtout à l'échelle de nos générations avec Delphine, peut être remis en question aujourd'hui et peut-être détruit demain. Regardons autour de nous l'œuvre de forces réactionnaires qui cherchent à réaffirmer leur contrôle sur les corps des femmes et sur les esprits. Aux États-Unis, vous le savez, l'annulation de l'arrêt Roe versus Wade a été un séisme. Du jour au lendemain, des millions de femmes ont été privées du droit de recourir à l'avortement dans des États entiers. Aujourd'hui, ce sont 26 États des États-Unis qui prohibent l'accès à l'avortement. En Europe, le droit à l'avortement recule aussi. Certains pays durcissent leurs lois, criminalisent, culpabilisent. L'année dernière, vous l'avez mentionné, en inscrivant dans notre Constitution la liberté garantie des femmes de recourir à l'avortement, nous avons proclamé ensemble que la France est un pays où la dignité et la liberté des femmes sont des valeurs fondamentales qui ne sont en aucun cas négociables. Dans ce contexte, nous devons donc redoubler de vigilance, affirmer et garantir d'autant plus fort le droit absolu des femmes à la santé. Aujourd'hui encore, des tabous persistants, des silences, hérités de décennies d'ignorance ou de négligence, continuent d'entraver l'accès à une véritable santé pour les femmes. Ces tabous doivent être brisés, non seulement pour répondre à des besoins urgents et des besoins légitimes, mais aussi pour construire une société qui respecte pleinement l'intégrité et les droits de toutes et de tous. Briser ces tabous, c'est donc ma responsabilité en tant que membre du gouvernement, mais c'est une responsabilité partagée. Le premier des tabous est sans doute celui du corps des femmes lui-même. Longtemps, la connaissance du corps féminin a été tronquée ou déformée. J'en veux pour preuve qu'il aura fallu attendre 2017 pour que la représentation complète et correcte du clitoris apparaisse pour la première fois dans un manuel scolaire de biologie. L'absence d'informations précises sur le corps des femmes peut avoir des conséquences directes sur notre santé, notre sexualité et aussi notre rapport à nous-mêmes. Elle ouvre aussi la porte à des violences qui se perpétuent dans l'ombre, à l'étranger, et parfois en France, comme les mutilations sexuelles féminines, encore trop souvent passées sous silence, et contre lesquelles j'ai justement signé hier au nom de l'État le premier plan régional de lutte en Île-de-France, avec l'ensemble des corps administratifs, judiciaires qui étaient représentés, et l'éducation nationale et l'ARS. Cette méconnaissance nourrit à son tour des tabous qui persistent, notamment ceux des règles, qui ne sont pas un gros mot, et de la contraception.
Nous savons combien les menstruations restent entourées de honte, et parfois même de désinformation, renforçant un sentiment d'incompréhension et d'isolement. Ce silence a des conséquences bien réelles. De nombreuses femmes n'ont pas accès à des protections hygiéniques adaptées, compromettant leur accès à l'éducation et leur vie professionnelle. La contraception, elle aussi, reste un tabou. Trop souvent reléguée à la sphère privée, elle est encore entourée de silence, de stigmatisation et d'idées reçues, alors même qu'elle est essentielle pour l'autonomie des femmes et leur santé. Elle est en recul massif, tous les praticiens nous le signalent, notamment parmi les jeunes générations. Et dans certains territoires, elle s'accompagne d'une baisse inquiétante de la prévention des infections sexuellement transmissibles. L'un des leviers majeurs pour briser ces tabous et améliorer la santé des filles et des jeunes filles est bien l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité dont les programmes ont été adoptés à l'unanimité. C'est une priorité de mon action en tant que ministre que je partage avec Elisabeth Borne, informer, sensibiliser, permettre à chacune de nos filles d'avoir les clés pour faire demain leur propre choix. La ménopause, elle aussi, reste un sujet largement ignoré, stigmatisé dans des discussions médicales et parfois même moqué dans notre société. Pourtant, la ménopause, elle concerne la moitié de la population mondiale. Elle marque une étape essentielle de notre vie et il est grand temps que nous la sortions de l'ombre. Nous n'acceptons plus que des femmes traversent cette période sans être correctement informées, accompagnées et sans avoir accès à des traitements adaptés à leurs besoins spécifiques. Nos politiques de santé commencent à se saisir de ce sujet et je serai attentive aux propositions que formulera la députée Stéphanie Rist à l'issue d'une mission qui lui a été confiée par le président lui-même. L'endométriose, quant à elle, est un autre exemple de tabou qui commence à tomber mais sur lequel nous devons encore intensifier nos efforts. Cette souffrance, souvent dévastatrice, a longtemps été minimisée et les femmes qui en souffraient se sont vues trop souvent ignorées ou réduites à des histoires de douleurs normales, les fameuses douleurs de règles, ou même exagérées. Sous l'impulsion du président de la République, la recherche sur cette maladie est devenue une priorité dans le prolongement de la première stratégie nationale de lutte contre l'endométriose que nous avons lancée en 2022. La mise en place de centres spécialisés, d'une meilleure formation des professionnels de santé sont aussi en train de changer la donne. Et trop souvent, lorsque l'on parle de santé des femmes, la focale se fait uniquement sur la santé sexuelle et gynécologique, comme si leur corps ne pouvait être envisagé que sous cet unique prisme. Pourtant, les femmes sont tout autant concernées par des pathologies comme les maladies cardiovasculaires, qui restent sous-diagnostiquées pour elles et encore mal prises en charge, alors qu'elles constituent la première cause de mortalité féminine. Ce n'est pas tant un tabou qu'une indifférence historique, un manque d'attention qui a conduit à une médecine calibrée sur des corps masculins. Les symptômes féminins, souvent différents, sont méconnus, les traitements sont moins étudiés et donc les risques sont sous-estimés. Il est urgent de corriger ce biais de genre et d'intégrer pleinement la réalité des maladies chroniques féminines dans la recherche, dans le diagnostic et dans la prise en charge qui doit les accompagner. Par ailleurs, la santé mentale des femmes reste un tabou majeur, trop souvent relégué au second plan. Pourtant, les femmes subissent des pressions constantes, de doubles journées de travail, d'injonctions sociales à la perfection, de violences sexistes et sexuelles, de charge mentale liées à la parentalité, au rôle d'aidants familiaux qu'elles sont les premières à remplir. Ces réalités ont un impact profond et durable sur leur bien-être psychologique. Mais leurs souffrances, là encore, sont souvent minimisées, perçues comme une simple conséquence de ce qu'on estime être leur rôle social normal. Le stress, l'anxiété, la dépression postpartum, le burn-out ou encore les séquelles psychologiques des violences doivent être reconnues, traitées avec sérieux et sans doute bien mieux indemnisées. Il est temps de briser le silence et d'adopter une approche spécifique qui tienne compte des réalités vécues par les femmes et leur offre des solutions adaptées. Grande cause maintenue après ce qui avait été promu par Michel Barnier et par François Bayrou de cette année 2025, la santé mentale ne doit plus être un luxe ni un combat individuel, mais bien un enjeu de santé publique qui doit concerner tout le monde, toutes les femmes donc également, indépendamment de leur âge, de l'endroit où elles vivent, de leur capacité financière. Avant de conclure, je souhaiterais aborder un dernier aspect de la santé des femmes, un sujet qui, je pense, trouvera un écho particulier dans ces murs, leur santé au travail. Je veux saluer des travaux novateurs, chers Dominique, de la délégation aux droits des femmes sur cette question, mettant en lumière cette réalité longtemps ignorée. Trop souvent, la santé des femmes dans le monde professionnel reste un impensé, reléguée derrière les exigences de productivité et les normes, là encore établies et pensées, pour des corps masculins, supposés donc neutres. Pourtant, elles ont des conséquences directes sur le bien-être des femmes et leur santé physique comme leur santé mentale. Une politique de santé ambitieuse et féministe
ne peut donc plus faire l'impasse sur le monde du travail. Mesdames et messieurs, vous le voyez, nous poursuivons une politique publique forte qui, je crois, dépasse la simple gestion de la santé des femmes. Il s'agit de construire une véritable égalité des droits en matière de santé, une égalité qui s'inscrit dans un projet de société, où la santé des femmes n'est plus un sujet tabou, mais un sujet pleinement intégré au cœur de nos politiques publiques. Notre responsabilité est donc immense, construire une république où toutes les femmes peuvent disposer pleinement et librement de leur corps, de leur santé et de leurs droits. Dans ce combat, je sais que je peux évidemment compter sur vous. Je vous remercie.